Yvan Voilion. Oui. J'ai une remarque récurrente en fait d'un de nos viewers, Christophe. Bon, on le salue au passage, hein. Force à ton Périgord. Oui, oui. Il trouve que la présence des lapins crétins dans cette chaîne nuit un petit peu, si c'était, comment dire, ça nuit à un peu à l'intellectualisme sophistiqué. Tu vois qu'on cherche à instiguer, quoi. Ça baisse un peu le niveau, quoi. Comment dire. Alors voilà, ma question c'est lapin crétin, un PB? Oui. Oui, oui. Comment ça? Tu dis que les problèmes sont l'essence même de la vie? Mais c'est hyper deep, ça! Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires. Donc on continue cette série sur T-Masque de MJ. On continue et même on clôture, parce que c'est le dernier épisode. Attends. Non, je sais plus. Je sais plus si c'est le dernier épisode, c'est pas sûr du tout. Bon, voilà, on continue sur T-Masque de MJ. Et on va parler en fait d'un sujet qui poursuit en fait la vidéo le contenu précédent qui était sur maximiser les conséquences et qui s'appelle tu dois créer une problématique. Oui, oui, parce que maintenant je suis comme ça, je fais des injonctions, j'ai plus aucune limite. Voilà. En fait, mon propos un petit peu un petit peu exagéré, c'est que si tu sais mettre en place ou créer une problématique, tu maîtrises en fait la seule chose vraiment essentielle en jeu de rôle. Alors, expliquons-nous. En fait, l'unité dans une partie de JDR, c'est le problème. Un problème, c'est quelque chose qui va probablement te prendre une scène à gérer. Alors à ce propos, je te renvoie vers la vidéo du bon MJ qui propose un modèle de maîtrise qui est très intéressant et qui peut nous donner en fait une sorte de base pour créer des problèmes de diverses sortes. Le modèle de maîtrise du bon MJ, c'est en quatre outils. Il y a qui vont définir en fait quatre approches de MJ à l'égard des PJ. Il y a attirer, c'est en fait attirer les PJ vers quelque chose, quoi. Il y a pousser, donc pousser les PJ dans une direction. Il y a contraindre. Contraindre, en fait, ça veut dire fermer des options ou forcer un choix. Donc voilà, un peu limité. Et puis il y a suivre, ça c'est accompagner tout simplement les PJ dans leur agenda, dans leur objectif un peu spontané, quoi. Alors, au passage, on va également remercier Guillaume Rioux, voilà, qui est consultant pour ces chaînes depuis un bon moment, quoi, hein, maintenant, et donc que j'ai encore consulté, quoi. Et donc, Guillaume Rioux nous propose un modèle aussi pour construire un problème, qui passe par la soustraction et l'ajout. Voilà, pour lui, c'est deux outils simples pour construire un problème. La première approche, la soustraction, ça consiste en fait à créer un déséquilibre. On va établir une structure stable, un processus qui fonctionne, et on va retirer un élément. Alors, quelques exemples. On prend par exemple un équilibre social. Alors, il donne un exemple de structure classique tripartite, donc avec l'ordre agricole, l'ordre guerrier, l'ordre religieux. Voilà, la structure féodale classique. Et en fait, si l'un de ces ordres disparaît parce qu'il y a une épidémie, un exil, une disgrâce, voilà, qui fait que, genre, je sais pas, il y a plus de guerriers ou il y a plus de religieux, ben en fait, ça va créer un vide à combler. Qui est-ce qui va accomplir la tâche nécessaire laissée vacante? Et ça peut s'appliquer à différentes échelles. Euh, Alors, par exemple, autre exemple d'équilibre auquel on va soustraire quelque chose, c'est la chaîne d'approvisionnement. On a telle ville, en fait, dont la richesse va provenir de la manufacture de verre. Et donc, cette ville, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de sable, elle a besoin de combustible, et les deux sont acheminés par bateau ou par route, suite à un contrat avec tel ou tel négociant. Ces fabrications, elles sont distribuées à la capitale, donc elles partent de voilà, la ville, en fait, grosso modo, importe du sable et du combustible, fabrique du verre, et elle exporte verre, en fait, vers la capitale qui va utiliser le verre pour l'alchimie. Et donc, en fait, on peut déployer une chaîne logistique comme ça, centrée sur la ville. Donc, de l'extérieur, numéro 1, partent
les matières premières qui sont transportées via un marchand, elles arrivent à la ville, voilà, où on achète les matières premières, on fabrique, ça nécessite de la main-d'œuvre, du matériel, et ensuite ça part vers l'extérieur numéro 2, la fameuse capitale, on va vendre à un second marchand qui va transporter pour pouvoir aux besoins de la capitale. Si on supprime un maillon de cette chaîne, eh bien en fait ça va créer un problème pour la ville, mais aussi des problèmes annexes pour la capitale, pour l'extérieur de départ, enfin le fournisseur de matières premières, ainsi de suite. Pas de bateau, pas de pierre. Pas de pierre, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Donc voilà, la pénurie en fait c'est un bon moteur de problématique puisqu'elle va générer différents problèmes un petit peu en cascade. La seconde approche, c'est l'ajout. C'est-à-dire qu'on a, à nouveau, on repart d'un équilibre, et à cet équilibre, on va ajouter quelque chose. Un nouvel acteur, une contrainte supplémentaire, un inconvénient, un coût à payer. Donc, dans notre équilibre social, par exemple là, féodal, là, eh bien, on va faire émerger une nouvelle classe qui va faire sa place et qui va potentiellement marcher sur les prérogatives des autres. Bah, typiquement, on peut faire l'essor de la bourgeoisie, voilà, c'est une sorte de quatrième classe qui émerge et qui va un petit peu tout bousculer. Si on reprend l'exemple que Guillaume avait donné de la manufacture de verre, eh ben, on peut rajouter une ville concurrente qui va décrocher en fait le marché du verre pour la capitale, donc on ajoute une chaîne parallèle. Ou alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter à la chaîne de production? Bah, par exemple, cette ville, en fait, la capitale, avec ses expansions chimiques, elle produit des déchets qui viennent souiller la rivière, qui irriguent le village, ainsi de suite. Donc en fait, ça va initier un rapport bénéfice-risque. C'est-à-dire qu'il y a un bénéfice commercial, cette espèce de marché du verre, mais il présente un risque sanitaire. Et on va établir les avantages, les inconvénients sur des plans différents qu'on peut pas comparer directement, quoi. Enfin, c'est sur plein d'étages différents, quoi. Et du coup, ça, évidemment, ça va créer des dilemmes, donc ça nous intéresse. Alors, je reviens à ma conception, à moi perso, de la problématique. Pour moi, en fait, une problématique, c'est un réseau ou une cascade de problèmes qui sont interconnectés sur la même thématique. Une chaîne de problèmes interconnectés, quoi. Et on est en jeu de rôle, donc on est dans un média ludo-narratif. Donc là, j'insiste sur l'aspect narratif, c'est-à-dire que comme c'est narratif, ça va pas être un réseau de problèmes sans identité globale. C'est-à-dire que cette problématique, elle est teintée par une thématique. Voilà, que ce soit à l'échelle du jeu, à l'échelle de l'univers, à l'échelle de la campagne ou à l'échelle d'une séance. Une problématique qui serait faible ou inexistante, bah, ça peut engendrer une mauvaise partie. Je vais prendre un exemple. T'as fait un bac à sable, mais en fait, c'est juste une cartographie de problèmes qui sont déconnectés les uns des autres. C'est des petits problèmes qui n'ont rien à voir entre eux. Le résultat, il est un petit peu sans âme, quoi. T'as le sentiment que si tu résous un problème, ça n'impacte pas le reste et que rien n'a d'importance. C'est que des side quests, voilà, sans âme, quoi. Alors, Guillaume Rio réintervient dans la réflexion. Euh, donc, il me valide sur le fait que les problèmes doivent être liés. Et il dit il faut même diversifier, en fait, les types de liens, quoi. C'est-à-dire qu'il y a entre problèmes, on peut avoir des liens narratifs avec des PNJ communs, des événements communs. On peut avoir des liens thématiques. C'est-à-dire qu'on va décliner un thème dans différentes situations. Par exemple, si le thème de la violence, ça peut être décliné sous forme de violence physique, de violence verbale, de violence psychologique. Et en fait, chacun de ces problèmes vont amener à se questionner à questionner les PJ sur leurs propres attitudes, quoi. Les liens entre les problèmes, ils peuvent être émotionnels, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche à déclencher chez les joueuses. euh, Est-ce que c'est par exemple le don de soi, par une obole, un engagement, un travail, hein, voilà, donc on aurait différents problèmes, et si tu veux, à chaque fois, ces problèmes impliquent comme ça un don de soi de la part des joueuses, quoi. Donc ce serait ça le lien émotionnel qu'on aurait entre nos problèmes.
Donc, des fois, cette absence de problématique, là, que j'ai un peu critiqué tout à l'heure, eh bien, elle peut venir tout simplement aussi avec, même avec des campagnes qui sont ambitieuses, telles que des Living City. Donc, Living City, je t'en ai déjà parlé, la ville vivante, c'est l'idée de créer un bac à sable qui est une ville, eh bien, où les choses évoluent en fonction de ce que les PJ font et ne font pas et tout. Pareil, si on prend des campagnes comme ça très assez ambitieuses, on a les West March, donc cette idée que on part d'un point entre guillemets de civilisation et on va explorer une zone, une terra incognita en gros, hein. Euh, ou encore on a l'écologie du donjon. L'écologie du donjon, c'est-à-dire qu'on a un donjon avec plusieurs factions, avec ça a été réfléchi un peu comment les choses fonctionnent et tout. Eh bien, en fait, ces trois campagnes un petit peu profondes, un petit peu élaborées, qui sont la Living City, la West March ou le donjon auquel on a réfléchi à l'écologie, peuvent aussi des fois ne pas avoir de problématique et donc ça va leur enlever ce supplément d'âme qu'on cherche là actuellement en parlant de problématique. C'est-à-dire que euh, avoir en fait une campagne qui a un écosystème, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est une thématique globale et donc voilà qui va embrasser cet écosystème de problèmes quoi. Parce que bon voilà, tu peux avoir une Living City, une West March ou un donjon écologique où il y a pas là différents problèmes, mais ils sont pas très bien connectés et même s'ils sont connectés mais que t'as pas mis de thématique, eh bien, on n'est pas, voilà, on n'est pas dans ce qu'on recherche là aujourd'hui, qui est donc la problématique, c'est-à-dire une cascade de problèmes articulés selon une thématique unique. Alors, petite intervention de Guillaume Rioux, à nouveau. L'idée donc, si on récapitule, c'est que construire une problématique, c'est relier les problèmes entre eux, donc ça on l'a déjà dit. Euh, Et donc là, il propose deux axes en fait pour relier les problèmes entre eux. L'axe des conséquences logiques et l'axe des intentions. Alors les conséquences logiques, c'est quoi? C'est-à-dire qu'un même événement, il va générer plusieurs répercussions. Donc il reprend son exemple en fait de la ville qui produit du verre. Bah, si le commerce du verre s'arrête, ça va entraîner un manque d'argent pour la ville, et donc potentiellement des coupes budgétaires, le développement d'un commerce parallèle. L'absence de les soldats vont plus être payés, donc il va y avoir des désertions, donc la ville va être un peu plus exposée aux attaques et tout. Ces problèmes se déploient dans différents domaines. Donc voilà, conséquence logique voilà, d'un problème qui crée plein d'autres problèmes. Et après, du coup, ben voilà, tant qu'on en est là, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question des intentions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de faire vivre à la table? Quel sentiment on veut faire éprouver. Une fois qu'on a trouvé cet objectif, moi ce que j'appelle la thématique, hein, l'idée c'est de manifester cet objectif à plusieurs échelles. Par exemple, si on veut transmettre le sentiment de responsabilité que les PJ auraient vis-à-vis des habitants, eh ben on peut débuter par un problème mineur, comme par exemple pallier ponctuellement à un problème mécanique dans la manufacture, donc ça c'est un problème local, mais qui va ouvrir la piste d'un sabotage. Et puis ensuite, on va leur demander d'accompagner un convoi de combustible qui a été attaqué. Donc là, on arrive sur un problème un peu régional, ça demande un engagement un peu plus fort de la part des PJ. Et puis ensuite, on va leur demander d'aller plaider une intervention royale, voilà, pour juger une ville rivale, donc qui se met à produire du verre, tu vois, en concurrence, quoi. Et là, le problème prend une envergure nationale, et ça nécessite une préparation minutieuse de la part des PJ, ça nécessite des appuis diplomatiques. Donc, d'un côté, on a cette trame globale, on fait progresser comme ça, d'échelle en échelle, cette même problématique, entre guillemets, on a, en fait, cette problématique de la production du verre, quoi, grosso modo, qui déconne.
Et on a fait progresser d'échelle en échelle, et ensuite on l'a fait résonner à différents niveaux tout au long de la partie. Donc, dans l'exemple de Guillaume, donc par exemple, à un moment, on va peut-être avoir cette audience royale qui est censée déboucher sur le sort de la ville. Euh, voilà, à qui le roi va finalement acheter du verre, est-ce qu'il va privilégier l'une des deux villes concurrentes ou pas? Ben, les PJ pourraient aussi avoir l'occasion de prendre, pendant cette audience, de prendre la défense d'un habitant en particulier, qui par exemple aurait menti sur les capacités de production de la ville afin de conserver le marché. Et donc en fait, la petite et la grande histoire vont s'entremêler comme ça tout au long de la campagne. Donc Guillaume attire notre attention là quand il s'agit de se poser la question des intentions ludo-narratives. Il veut porter notre attention notamment sur les travaux de Sébastien Delfino, alias Wenlock, donc qui a exploré un peu tout ce concept d'intention ludonarrative dans ses carnets ludographiques. J'essaierai de te retrouver, de te mettre ça en biblio, mais il faut que je vois si c'est toujours accessible. Bon, bref, ouais. On verra si c'est toujours dispo ou pas, les fameux carnets ludographiques. Mais je pense que oui. Donc, bon, Guillaume là nous a proposé une approche qui est très, comment dire, un peu, je dirais pas tactique, mais très, pas tactique, pas mécanique, le mot m'échappe un peu. Structurel, voilà. Guillaume, il nous parle un petit peu des structures et c'est très bien. Euh, je vais revenir à mon propos plus personnel. Moi, quand je parle de thématique, c'est un peu plus un côté. Moi, j'y vois un peu plus un côté direction artistique. Je m'explique. C'est-à-dire que, ouais, direction artistique ou philosophique entre guillemets, quoi. Euh, donc en fait, une problématique, c'est une sorte de macro-problème, un gros problème, tu vois, qui en contient plein de petits, qui peut être en fait formulé justement sous forme de problème qui paraît insoluble, il est peut-être pas forcément, mais de prime abord, ça a l'air d'être un gros morceau et un truc qu'on peut pas dépasser, tu vois, quasiment une loi d'univers. Euh, on peut aussi te proposer sous forme de dilemme, donc je te renvoie, il y avait un contenu sur les dilemmes, on parle un peu de tout ça en détail, ou de trilemme. Moi, un trilemme, c'est un dilemme à trois branches. Alors, quelques exemples. Par exemple, si on prend le jeu Vampire la Mascarade, la problématique, on pourrait dire que c'est l'humanité ne sera jamais récupérée, quoi. Mais cependant, se livrer totalement à la bête guidera à l'autodestruction. Et voilà, avec cette phrase, je pense qu'on peut très largement faire une campagne de vampires qui articule totalement cette phrase, quoi. L'Ordre et le Sauvage, donc ma campagne pour Milvaux, c'est vraiment une campagne que, pour le coup, j'ai vraiment construite autour d'une problématique unique, qui est l'Ordre, qui est en grosso modo dans ce que j'appelle l'Ordre dans cette campagne, c'est ça représente l'humanité, l'artificiel, la civilisation, les lois. Donc l'ordre, et d'un autre côté, il y a le sauvage. Le sauvage, c'est l'animalité, la nature, la sauvagerie, l'anarchie. Et bien en fait, grosso modo, l'ordre et le sauvage sont présentés comme des forces irréconciliables, deux espèces de camps, tu vois, comme ça, qui seraient ontologiquement face à face, et on peut faire partie que de l'un ou que de l'autre, et ces deux camps, ils sont voués en fait euh, à se combattre quasiment jusqu'à l'interdestruction, quoi. Donc ça, voilà, c'est la problématique globale. Évidemment, on va voir dans la campagne que c'est plus fin que ça, et que peut-être il y a des dépassements, est-ce qu'il n'y a pas des troisièmes camps, ainsi de suite. Voilà quoi. Donc, faut pas hésiter, voilà, au début, quand tu réfléchis à ta problématique, de présenter une espèce de bloc
un peu monolithique, qui a l'air pas forcément d'avoir de solution, quelque chose qui a l'air d'être un peu indépassable, et puis après tu vas pouvoir y réfléchir, et à partir de cette grosse idée, eh bien évidemment tu vas pouvoir construire des situations pas mal plus nuancées, et où il y a un espace en vérité, un espace d'impact qui est laissé pour les joueurs, quoi. Le jeu, si je prends le jeu Dogs in Vineyard, la problématique, je dirais, c'est il faut empêcher vos proches de commettre des péchés, sinon les démons arriveront. Donc voilà, si tu fais rien pour empêcher les gens de commettre des péchés, même si tu estimes que toi dans ta tête c'est pas trop grave que les gens, je sais pas, commettent l'adultère ou quoi, mais si tu les laisses faire l'adultère, eh ben il y a des démons qui vont arriver, quoi. Donc bon, on fait quoi? Mais le truc, c'est qu'en plus, tu peux pas faire respecter la loi divine sans exercer de violence. C'est-à-dire que si tu tapes pas très fort sur des violences sur tes proches, hein, donc voilà, c'est tes proches qui commettent l'adultère, et si tu veux les empêcher de le faire, il va falloir leur taper sur la figure pour qu'ils arrêtent de le faire, parce que c'est rare que ça suffise de juste discuter avec eux, quoi. Donc, grosso modo, pour résumer un peu, c'est euh, faut-il accepter de devenir un bourreau, de devenir le bourreau de ses proches pour maintenir la sécurité magique du territoire, quoi, en gros. Miles Christi, par exemple, c'est un jeu qui est entièrement basé autour d'une problématique qui est comment être moine et guerrier à la fois, quoi, puisqu'on joue des templiers et tout, et c'est vraiment tout le jeu est articulé autour de cette espèce de dilemme de moine-guerrier, quoi. Alors Guillaume fait un petit commentaire à ce propos, hein. Pour lui, Dogs in the Vineyard et Miles Christi posent à peu près la même question, qui est est-ce que la fin justifie les moyens, quoi? Est-ce que cette opposition entre fin et moyen, pour lui, c'est un bon générateur de problématiques, en particulier parce que ça va impliquer des échelles différentes, hein. Donc on revient à cette approche un peu structure de Guillaume, où il voit effectivement qu'il y a des échelles microscopiques et macroscopiques de problèmes, quoi, et sur lesquels on peut notre problématique, elle va être transversale à tout ça, quoi. Désolé, je fais beaucoup de gestes. Voilà, pour, pour les personnes qui nous écoutent en podcast, ça n'a aucun sens. Donc, au niveau micro, justement, qu'est-ce que pour moi problématiser signifie? Parce que là, j'ai quand même beaucoup parlé de la grande échelle. Au niveau microscopique, c'est-à-dire comment on applique en fait finalement un peu comme ça, day by day, au pied levé, comment je vais appliquer ma problématique dans chacune de mes scènes, en quelque sorte, quoi. Eh bien, il y a l'idée de challenger le statu quo en permanence, quoi, de cultiver le déséquilibre. Donc ça, j'en ai longuement parlé dans le précédent contenu, maximiser les conséquences, hein, qui est très très lié à celui-ci. L'idée, c'est qu'on va aussi éviter les victoires acquises d'avance, hein, donc rien n'est, voilà, aucune victoire n'est acquise tout de suite, tout doit un petit peu s'arracher comme ça à force du poignet. On va aussi éviter les surenchères de conséquences. Donc ça, c'est le problème que j'avais adressé, le problème du tumbling forward. C'est-à-dire que, entre guillemets, il faut quand même que les problèmes puissent être résolus du moment que on passe à autre chose, tu vois. Par contre, si tu proposes une cascade de complications pour gérer le même problème et qu'en fait, au lieu de solutionner un problème, tu solutionnes d'abord la complication, puis la complication de la complication, puis la complication de la complication de la complication et tout, on n'avance pas. Finalement, on n'a pas cette notion d'équilibre dynamique pour laquelle j'ai plaidé dans maximiser les conséquences. Dans l'idée, dans l'approche problématique également, on veut aussi cet équilibre dynamique, c'est assez lié, quoi. Et puis, je dirais qu'il faut quand même avoir quelque chose de lisible. C'est-à-dire, dans l'approche problématique, bah oui, on veut des conséquences, ça c'est évident, mais il faut que ça reste un peu compréhensible et tout, et un peu logique, qu'on comprenne, ah oui, ok, bon bah il s'est passé ça, donc ça a entraîné ceci, quoi. Ça coule un peu de source, quoi. Et puis bon bah, un peu plus simplement, tout simplement, on va éviter les péripéties hors sujet, quoi.
Donc des choses qui concernent pas du tout la thématique globale, bah, on essaie de les dégager, ou éventuellement si tu tiens trop et que tu peux pas les dégager, bah tu vas voir si cette péripétie, comment tu pourrais la reteinter avec la thématique. Alors Guillaume a un petit commentaire à propos des déséquilibres et des surenchères de conséquences. Donc il nous dit: je crois surtout qu'il faut éviter la surenchère dans le même domaine. Par exemple, si on élimine un guerrier, mais qu'en fait, ce guerrier, il gardait un guerrier encore plus puissant, en fait, on retombe sur un problème similaire. Donc là, on retrouve l'approche un peu structure de Guillaume, qui est cette idée de varier un petit peu les angles et tout. Donc, quand on résout un problème, évidemment, ça résout pas la campagne, il y a un autre problème qui va arriver, mais il faut absolument que ça change d'angle, ce soit pas le même type de problème, quoi. Donc, pour lui, générer des conséquences annexes, ça reste intéressant. Par exemple, les PJ, ils ont éliminé un tyran qui possédait un artefact très puissant. Mais pour éviter l'émergence d'un nouveau tyran, il doit fuir et cacher cet artefact. Voilà, on n'a pas cette idée de réaffronter un tyran, un nouveau problème qu'il faut fuir et cacher l'artefact. La situation change, l'état des PJ change aussi. Au départ, c'était des trackers de tyrans. Maintenant, ils deviennent les proies, c'est-à-dire les proies de, éventuellement, un nouvel aspirant à la tyrannie. Et le thème, on reste sur le même thème, qui est voilà celui du pouvoir et son exercice. La problématique globale persiste, qui serait comment empêcher la tyrannie. Voilà dans l'exemple que cite Guillaume. Ce que je rajouterais personnellement, c'est que il faut aussi éviter le syndrome orphelin du tout conflit. Donc, le syndrome orphelin du tout conflit, c'est quelque chose qui était présenté par Frédéric Sintès. C'est cette idée que quand tu as le syndrome orphelin du tout conflit, c'est-à-dire que tu construis une partie de jeu de rôle comme juste on enchaîne les conflits, il y a toujours une résistance, il y a toujours un danger, un truc, quelque chose à combattre, tu vois. Il y a toujours une adversité et que en fait chaque scène c'est juste toi versus le monde. Et voilà, en fait pour des raisons de pacing, c'est-à-dire de bonne gestion du rythme. En fait, il faut au contraire, faut éviter ces trucs-là de chaque scène et un combat contre une adversité. On va alterner des temps forts avec quelque chose comme du RPDNet, quelque chose de plus cosy, sachant que ce RPDNet, ce jeu cosy, ou des choses intimes et tout, ça peut aussi être problématisé, c'est-à-dire qu'on peut y mettre de la microtension. La microtension, c'est une tension narrative, mais pas très grave, des mini-suspens, de la mini-curiosité, de la mini-surprise, pour reprendre donc comment Raphaël Baroni, tu vois, découpe la tension narrative, quoi. Donc des choses, en fait, de la tension avec peu d'enjeux, quoi, mais qui maintient, entre guillemets, comme ça, les sens en éveil. Et également, toutes ces petites scènes, voilà, de jeu de downtime, eh bien, on va les maintenir, en fait, on peut filer la thématique dedans, c'est-à-dire que le downtime peut toujours suivre la thématique, quand bien même ce ne sont pas des scènes de péripéties ou de résolution de problèmes. Alors, dernière intervention de Guillaume Rioux, qui nous dit que, voilà, pour lui, pour être explorée à fond, une problématique, elle mérite effectivement des temps de parole, des temps de réflexion, et pas uniquement des tests réussis ou ratés, quoi. Et donc, par exemple, des PNJ alliés, ça va être de bons vecteurs de discussion pour approfondir philosophiquement un sujet. Donc, Guillaume attire notre attention sur l'importance des dialogues, des discours, des échanges, en fait, voilà, pour filer cette thématique, quoi, et que ça fait partie du downtime. Pour finir, je vais conclure personnellement donc avec un contre-modèle. Le contre-modèle un peu de la problématique, c'est le jeu fresque. Le jeu fresque, c'est quelque chose que j'ai présenté dans un article intitulé L'éveil des jeux fresques. En fait, contrairement, si tu veux, à une campagne qui aurait comme ça une thématique unique et transversale, le jeu fresque, il va proposer un monde foisonnant,
tragique, comique, c'est avec une variété de tons, quoi, et de registres, contradictoires. Le choix de personnages, notamment, qu'on peut créer, est immense, et grosso modo, il y a une profondeur telle qu'on peut pas aussi aisément dégager une problématique que dans les exemples qu'on a cités là, dans tout ce contenu. Alors, ceci dit, le jeu Fresque, il n'est pas totalement en désaccord avec la problématique, puisque dans le jeu Fresque, il y a quand même l'idée il demeure une direction artistique forte. Hein. Donc, je te renvoie à notre série sur la direction artistique. Et en fait, grosso modo, il y a pas une thématique unique, c'est vrai, mais il y a un faisceau, en fait, comme ça, de plusieurs thématiques, mais en nombre réduit, finalement, qui sont intriquées et voilà qui sont toujours présentes dans le jeu quoi. Donc par exemple bah typiquement Milvaux c'est un univers qu'on pourrait résumer en 6 problématiques différentes qui vont s'intriquer, 6 thématiques différentes qui vont s'intriquer, quelles sont la ruine, la forêt, l'oubli. Donc les Grégor c'est comme grosso modo la magie, enfin pour dire très simplement, l'emprise qui est grosso modo la mutation, et les Horla, donc qui sont les monstres, le non-humain, quoi. Et donc en fait, ces 6 thématiques, bon, dans ma tête, elles sont un peu quand même liées les unes entre les autres, et voilà, elles vont toujours être présentes, mais en fait, il y en a que 6, quoi. Alors c'est plus que 1, évidemment, mais c'est pas tant que ça, quoi. Et donc, le concept de jeu fresque, parmi mes jeux, mes 2 productions qui sont plus dans cette approche comme ça de jeu fresque, c'est le GN L'Essente, où voilà, il y a vraiment cet aspect. Hein. L'Essente, c'est vraiment le jeu qui m'a inspiré cette notion de jeu fresque, mais aussi dans Biomasse. Voilà, Biomasse, il y a beaucoup de profondeur, c'est très très foisonnant, ça peut partir dans beaucoup beaucoup de directions différentes, plus exactement dans 15 directions, puisqu'il y a 15 modules en fait dans Biomasse. Et je vais revenir à l'ordre et le sauvage, c'est peut-être ma campagne qui réconcilie mieux la notion de jeu fresque avec la notion de problématique, puisqu'il y a une problématique axiale, donc qui est le combat de l'ordre et le sauvage, mais il y a finalement quand même ces 6 thématiques de Milvaux qui sont présentes, hein, qui sont la forêt, la ruine, l'oubli, la magie, la mutation et le non-humain. Parce que en fait, elles vont être présentes, elles vont être déclinées dans la campagne, mais elles sont toutes au service finalement. Et enfin, un petit peu le point commun entre ces 6 thématiques, c'est quand même cette espèce d'opposition entre l'ordre et le sauvage, quoi. C'est un peu l'ordre et le sauvage, c'est ce concept en fait qui unit les 6 concepts entre eux, qui leur donne une cohésion. Et bien sur ces bonnes paroles, je vais te laisser. Ma mémoire me fait défaut, ce qui fait que je suis pas en mesure de te pré-shot le prochain contenu. Donc bah ce sera la surprise. Et puis on se dit à la prochaine, on s'envoie des bonnes vibes. Ciao!